and Scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce tout premier hors-série d'Actualis. Le hors-série, qu'est-ce que c'est ? Comme vous l'avez compris, ce sera pas forcément un format régulier, ça fait 4 semaines qu'on a commencé, c'est le premier qu'on tourne. Donc ça reviendra de temps en temps et sur un thème bien précis. Aujourd'hui, on va parler de parentalité. Puisque nous sommes tous des adultes responsables, mariés et parents. Oui, bien sûr. Non, évidemment que non, mais on va vous parler de tout ça aujourd'hui avec Angélique, Salut tout le monde. Brian Salut à tous. et Maxime. Salut. Maxime qui est encore là, 3ème émission d'affilée en 5 émissions tournées. C'est le co-animateur Bébé. maintenant. Et après, ça a plus de points que tout le monde sur les quiz. Ça va gagner des points en quiz. Ça, moi, je trouve pas C'est- ça très normal. Je pense Alors, que c'est- c'est juste pour ça. C'est pas normal parce que moi j'ai fait qu'une émission donc j'ai pas beaucoup de points. Si t'en as fait une. Oui. Et t'as gagné. Ah, j'ai gagné évidemment. Ouais, en plus, t'avais triché, je me rappelle, je me souviens de C'est vrai. Enfin, j'ai pas triché, j'ai juste. glisser quelques billets à Baptiste. Non, mais voilà, faut dire les vraies choses. Marianne encore là pour se Ouais, plaindre. moi, c'est vrai, moi, je me plains toujours. Et en plus, pas de questions sport aujourd'hui. Ah non. Donc 0 points pour Brian. On y va ? On commence ? C'est parti. Eh bien, c'est toi qui vas commencer, Brian. Oh, j'ai cette chance. Je t'en prie. Pour commencer cette émission spéciale, j'aimerais que d'abord conceptualiser le principe de parentalité en abordant le côté scientifique de la chose. Donc je sais, ça peut paraître un peu lourd pour certains, mais bon, l'instant prof, c'est les seules choses que je connais en sciences, donc du coup, j'aimerais bien vous montrer ça quand même. Donc c'est une problématique très importante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, principalement grâce au nombre d'orphelins qu'elle a organé. Donc il y avait beaucoup d'orphelins, mais pas de parents, et on demandait comment ils allaient évoluer justement dans leur âge adulte, ou alors pourquoi justement ils ont évolué de la sorte. Donc pourquoi l'attachement est-il pour autant toujours un mystère pour la science? Pourquoi s'attache-t-on plus ou moins à une personne par rapport à une autre? Ce sont toutes les questions que les scientifiques se sont posées. Et d'ailleurs, ça reste une grande question, telle que par exemple les larmes. Pourquoi on pleure quand on est triste? Ou autre, ça reste un grand mystère. Pourtant, certaines questions peuvent déjà être répondues grâce à les recherches de Carter en 2003 par exemple, qui trouve il trouve la raison de l'attachement chez les animaux, et donc des humains, à proprement parler. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il a trouvé? À que propos, ça- à propos de quoi déjà? C'est au niveau de la science. Donc l'attachement, il y aurait quelque chose, il a trouvé quelque chose du coup qui causerait l'attachement chez une personne. Du coup, donc là, il l'a prouvé chez des animaux, mais ce serait l'équivalent pour l'homme aussi. Bah l'instinct de survie, l'union fait la force. Quelque chose d'hormonal ? Moi j'aurais dit l'odeur, mais. Bah justement, après, l'instinct de survie et l'odeur viendraient justement de là, mais c'est comme l'a dit Maxime, comme l'a dit Baptiste, excusez-moi. Ça Moi, serait j'ai plus rien au dit. niveau de la molécule, donc la molécule d'ocytokine, qui est une molécule de l'attachement à proprement parler. On l'a même caractérisée de molécule de la fidélité pour certains. Il y en a qui en ont pas beaucoup, ça. Ah non, il y en a. En fait, C'est peu présente chez certains. pour vous donner une idée, c'est une molécule naturellement produite par tous les animaux. Et pour prouver son hypothèse, il a d'ailleurs empêché un rat de sécréter cette molécule, parce que bon, on est d'abord entraîné sur des animaux. Et ce rat n'a pas pu trouver une femelle, ou alors pas qu'une. Finalement, il en a trouvé beaucoup. Pour vous donner une autre idée, un autre exemple, Jung en 2004, une scientifique fait exactement la même chose sur des campagnols, donc des hamsters qui sont réputés pour leur fidélité. Et le résultat est assez amusant car les campagnols après étaient plus enclins à faire de l'orgie plutôt que de la monogamie. Bon, bah ça va. Ah, j'ai appris quelque chose là-dessus d'ailleurs. Il y a aussi les phoques. En fait, les phoques font des. Il y a un mâle pour 10 femelles, il me semble, et en gros, eux, ils sont attachés à leur territoire et aux ressources qu'ils peuvent trouver sur les territoires, mais ils sont pas attachés les uns aux autres. Donc, à mon avis, c'est peut-être un manque C'est ça. d'ocytocine. Après, ça dépend beaucoup. dépend aussi. L'ocytocine peut être beaucoup varié, ça peut être variable, beaucoup de choses peuvent varier, ça dépend des individus. Ça veut dire qu'il y a quand même un aspect scientifique de l'infidélité. Ce serait un cas. Bon, après, ça reste aussi de la mentalité aussi, bien Oui, sûr. c'est- hein. C'est évidemment. social Mais- aussi, j'imagine. C'est vrai que cette hypothèse marcherait aussi pour l'homme dans le cas où on expliquerait que quelqu'un qui s'attache beaucoup aux gens aurait du coup dans son ADN quelque chose qui lui permettrait de produire plus d'ocytocine et inversement dans le cas présent. Ok. Après, comme je l'ai dit précédemment, comme du coup l'a fait savoir Angélique, c'est vrai qu'il n'y a pas que de la molécule, c'est que de la science, c'est que du moléculaire là, mais il y a aussi le côté social. Donc là, c'est la psychologie qui rentre en compte, donc une autre science, mais cette fois-ci morale. De nombreux psychologues ont tenté de chercher si l'attachement n'était pas aussi dû à la famille et donc à la parentalité, donc le sujet justement de cette émission, et je vais y venir. Le premier à se poser cette question, c'est Bowlby en 1969. Donc c'est un psychanalyste anglais qui s'intéresse pour la première fois aux conséquences d'un abandon sur un enfant. Donc qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Il va réaliser un schéma chronologique de combien de temps un enfant met pour s'attacher à ses parents, par exemple. Est-ce que vous avez une idée de comment il a réalisé ses recherches? C'est assez gore, je vous préviens. Enfin, gore, assez horrible pour les personnes. Est-ce que vous avez une petite idée? Alors là, Vous devez trouver l'attachement, comment vous ferez, vous, en tant que scientifique? ça vient du cerveau, donc ouvre Bah, le crâne. Non, il aurait pu, mais c'était pas très éthique. En fait, vu que c'était le premier à se poser des questions sur des enfants, vu que d'habitude beaucoup d'animaux avaient été faits, il y en a eu plein qui ont parlé justement de l'attachement, dont d'ailleurs celui qui a découvert l'ocytokine.
Non, lui c'est plus simple, il a choisi des enfants, tout juste nés, et a payé leur mère pour qu'elles ne parlent pas à leurs enfants ou ne les approchent pas Oh. pendant 6 mois. Donc- Oh, mais combien? Déjà combien? Et même si combien? Oh. Bon, c'était Est-ce que- sûrement, on sait pas trop, après c'est assez vague, ça restait quand même assez long, c'était en 1969, donc du coup ça reste quand même, c'est assez court, c'est assez troublant. Et en fait il a aussi très bien insisté donc que pour l'enfant n'ait aucun contact avec leurs parents, donc l'enfant a quand même vu sa mère dans les premiers jours et après plus rien. Et il a aussi insisté pour que chaque enfant n'ait jamais la même infirmière, car il pourrait s'attacher justement à elle et faire office de une seconde mère en quelque sorte si vous préférez. Résultat pour les enfants, du coup des pleurs, des dépressions et même des enfants éteints au bout de 3 mois. C'est-à-dire que c'est des légumes, ils ont plus rien, ils ont plus d'émotions ni rien. Mais au final, à la fin des 6 mois, ils commencent un peu à se réhabituer, ils sont dans une phase qu'ils appellent phase de résiliation, où ils commencent un peu à jouer avec les infirmières alors qu'ils ne les connaissent pas, ou alors on sent qu'il y a une sorte de gêne, mais ils s'adaptent. Un peu comme si vous aviez été abandonné et que du coup vous alliez de l'avant. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas que à la fin de cette période de 6 mois, c'est que les mères, quand elles reviennent, donc toutes contentes de retrouver leurs enfants et d'avoir empoché l'argent, les enfants ne leur font plus confiance et refusent complètement le contact avec eux. Donc Normal. voilà, Pas étonnant, c'est ouais. logique dans un sens, mais c'est vrai que ça a des conséquences très importantes. Et d'ailleurs, Bolbaï dira d'ailleurs qu'il avait connaissance de cette réaction et qu'il était certain que ça arriverait comme ça. Donc il n'a pas prévenu du coup les mères et il a eu plusieurs procès à la gueule. Normal. Mais finalement, comprend. il s'en est sorti car au final, il en est ressorti avec la chronologie qu'il a maintenant. Donc après, ce truc qu'il a prouvé, c'est quand même que la confiance qu'il a perdue avec la mère, l'enfant le perdra aussi avec tous les adultes qu'il rencontrera plus tard, même quand il en deviendra un. C'est de prouver après, parce qu'il a quand même continué avec les enfants qu'il a testés. Ça veut dire qu'il a créé des enfants qui ne veulent, enfin qui se bloquent au niveau interaction sociale. Plus ou moins. C'est un peu horrible, mais il faut avouer qu'en fait, l'homme fait exactement ça avec les animaux. Donc après, ça rentre peut-être pas dans l'éthique, mais c'est vrai que ça reste les seules façons de découvrir comment ça marche. Et d'ailleurs, après, il y a des façons plus stables aussi de faire ça. C'est le cas de Fivaz et Corboz, donc en 1985, qui eux ne se disent pas que c'est peut-être l'absence est forcément un facteur de désattachement pour une personne plus tard, pour un individu. Mais c'est aussi, il faut peut-être être présent, mais aussi ajouter par exemple, être attaché à son enfant. Une famille qui n'est peut-être présente, mais qui n'est pas attachée à son enfant, peut-être que l'enfant va avoir des problèmes plus tard à s'attacher. C'est justement ce qu'ils ont prouvé en parlant de 4 types d'alliances au sein d'une famille. Donc forcément, toutes vos familles font partie de ces 4 types d'alliances. Ils sont assez générales, bien sûr, mais très utiles et ils permettent de donner des catégorisations, excusez-moi. Et ils permettent justement à l'enfant qu'est-ce qu'il va le devenir plus tard. Donc, un psychologue peut déjà, grâce à ses études, savoir comment l'enfant va évoluer 10-20 ans plus tard. Donc, par exemple, pour eux, il y a l'une d'entre elles qui est basée sur la maltraitance et le représente les couples désorganisés. Donc bien sûr, c'est des cas, après il y a différents niveaux bien sûr de ces alliances, mais dans le cas le pire, donc c'est la maltraitance du coup, l'enfant est battu, il n'a plus confiance en aucun adulte, exactement dans le même principe que l'absence des parents pour Bolbaï. Bien évidemment, c'est pas toujours le cas et ça peut être aussi juste des parents qui sont juste là pour l'argent ou qui font juste ça pour les allocs, par exemple. Voilà. Ah, pour l'argent, comme ceux qui ont vendu, enfin pas Voilà. vendu, mais qui ont prêté leur enfant pour 6 mois quoi. Du coup, on pourrait comparer ça aussi à des enfants qui sont en famille d'accueil. C'est ça. Après, ça dépend parce que finalement, ces enfants-là n'ont connu que ça. Dans une famille d'accueil, on aurait beaucoup de facteurs, par exemple, qui feraient que la famille serait pour elle la famille d'accueil serait une famille de remplacement en quelque Même sorte. de substitution. Voilà, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que Bolbaï ne voulait absolument pas qu'il y ait une infirmière pour un enfant. C'est parce qu'il ne voulait pas qu'il s'attache à une personne, même si ça pourrait jamais remplacer une mère, bien sûr, mais ça ne ferait que baisser du coup les symptômes. Et du coup, Fivaz et Corboz ont donné ça. Donc ça donne que le problème que cette perte d'attachement n'est pas seulement due à la relation parent-enfant. Bah oui, comme j'ai dit Bolbaï, il a aussi montré que c'est l'enfant, s'il voit que ses parents ne s'attachent pas à lui, il ne s'attachera à aucune personne. Les premières personnes que l'on s'attache, et d'ailleurs c'est peut-être la seule chose où Bolbaï avait raison, c'était ses parents. C'était la seule chose qu'on pouvait s'attacher au début, et si on ne s'attache pas à la première chose qu'on doit s'attacher, finalement on a du mal à s'attacher avec les autres, ou avec justement l'environnement quand on sera un adulte. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai jamais utilisé les termes père ou mère durant le début de cette chronique. La réponse est simple. Selon les psychologues, la parentalité est sociale. Elle évolue selon le temps. Par exemple, il y a 50 ans, on n'aurait jamais cru que 2 parents du même sexe pouvaient avoir des enfants. Aujourd'hui, on s'en fiche. C'est comme, il y a beaucoup de réactions, mais c'est vrai qu'on peut élaborer, dire que c'est vraiment vrai et que c'est possible. Tant qu'au final, on peut avoir la conclusion que la parentalité influencera toujours l'enfant. Elle le guidera vers son avenir et forgera son attachement vis-à-vis des autres. Le sexe des parents n'a aucune importance. Il suffit juste de montrer à son enfant qu'on l'aime, qu'on l'attache, lui montrer que l'attachement est quelque chose de bon, et il le fera intentionnellement avec ses parents, lui-même, et avec ses enfants plus tard.
Car oui, on pourra tous dire ce qu'on veut, peu importe ce qu'on dira qu'on ne fera pas comme nos parents, on reprendra toujours les mêmes exemples, le seul exemple qu'on a eu, nos parents, même si on pourra toujours avoir quelques petits détails en moins ou en plus, ça restera toujours notre modèle à nous, et si on n'a pas ce modèle-là dès la plus tendre enfance, on ne sera pas capable d'élever déjà son enfant, ni de s'attacher à la personne qu'on aime, ou par contre une personne aimée pour se marier avec elle, ou même avoir des enfants par exemple. Mais ça n'a aucun cas avec la personnalité, n'importe qui peut faire cela, même si du coup une absence de parents avec la famille d'accueil, comme lui a dit, une famille d'accueil peut très bien aussi instituer cette notion d'attachement. C'est exact, en fait, c'est ça, le parent c'est le premier repère de l'enfant pendant les premières années de sa vie et les premiers moments. Donc au final, tes parents t'inculquent entre guillemets tout, même s'ils le font pas de manière consciente, mais C'est ça, on les copie. C'est ça, en fait, on les copie. Il y a plein d'exemples en sociologie avec ça, bon, je vais pas en parler maintenant, mais il y a plein d'exemples sur le sujet, notamment à l'école, avec les différents métiers, etc. Enfin, il y a plein de trucs Tous les à enfants regarder. qui copient les parents quand ils sont petits ou... C'est ça, ou alors la Ça vision rentre qu'ils ont des métiers, du monde, des autres, selon la classe sociale de leurs parents. C'est tout un sujet. Hein. Voilà, Oui. allez lire les travaux de Bernard Lahire là-dessus d'ailleurs. Merci madame la sociologue. Eh bien c'est toi qui vas continuer d'ailleurs. Ah bah oui, encore un sujet Je de t'en société. prie. Hein. Alors, avant de décerner mon Oscar, j'aimerais bien aborder la thématique dont on va parler aujourd'hui, qui est l'accouchement. Bon, l'accouchement, Baptiste, Brian et Maxime, Je maîtrise pas. c'est... alors, j'imagine, Ça moi non plus. Ça m'est arrivé la semaine dernière personnellement, mais Ah bah tu t'en Bonne es bien expérience. remis. bon, Et c'était alors, super. tu te sens comment après? Un petit peu ballonné, mais ça va, c'est un peu... Eh bah, t'es pas loin, enfin t'es très loin en fait, mais on va en parler. L'accouchement, tu vois, c'est un peu le truc trop magique, le truc où après la phase de douleur intense qui est liée à l'expulsion du bébé, tu découvres un nouveau monde hyper joyeux, plein de joie, de bonheur, qui s'appelle le postpartum, c'est-à-dire bien la vendu. période après accouchement. Attends, j'ai pas fini. Ah. Donc, ok, tu vois, il y a les couches, il y a les biberons, il y a les nuits qui sont plus des nuits, mais bon, bah, c'est pas grave, tu re-rentres dans tes jeans, tu redeviens une vraie femme, puis fini les slips de grand-mère, comme certains appellent les slips petits bateaux, fini le repos parce que t'es trop faible et que tu ressembles à une grosse pastèque, que tu te vois comme une grosse pastèque, que tout le monde te voit comme une grosse pastèque. Là, c'est bon, t'es libéré, délivré, comme dirait l'autre. Mais, La reine des neiges. exactement. Et voilà, bon, je vais arrêter là parce que j'arrive mal à le faire, mais l'image que je viens de caricaturer, en fait, elle est partagée par beaucoup de gens. C'est-à-dire que, ok, du côté couche, biberon, les gens sont au courant que dès qu'un enfant naît, il se passe ça. C'est-à-dire que les parents se lèvent tout le temps la nuit. Il y a des gens, ils savent faire un biberon en équilibre sur un toit, donc je crois que c'est bon. Sérieux Voilà, les parents ont ce rôle, et ça, c'est connu dans la société. Ce qui est moins connu, c'est comment la mère se sent après. Et souvent, on a l'impression qu'après 9 mois de grossesse assez difficile, elle se sent bien et tout va mieux. Et c'est bon, t'es libérée, t'as plus de bébé dans le ventre, donc tu peux La belle reprendre vie, ta quoi. vie. Donc c'est un peu la belle vie. Et c'est un peu souvent la réflexion qu'on te fait, c'est « Ah, c'est fini, tu vois ». Sauf qu'en fait, non, c'est pas fini. Et il y a aussi une pression qui se met sur les femmes. Parce que ce dont je vais parler après, les conséquences qu'ont l'accouchement sur la femme, et cette vision en fait idéalisée qu'on en a, ça fait que les femmes ont une grande pression sur elles et qu'elles essaient d'être parfaites en fait après leur accouchement. Bon, j'en viens au fait. Là, il y a eu les Oscars il y a pas longtemps, aux États-Unis, la 92e cérémonie, et il y a eu des pubs. Il y a eu une pub d'ABC où on voit donc c'est une pub pour Frida Mom, j'ai oublié de le dire, une marque qui vend des produits de soins post-accouchement. Donc dans cette pub, en fait, on voit une femme qui est aux toilettes pendant la nuit et qui nettoie ses fils d'épisiotomie. Donc l'épisiotomie, je vais essayer de l'expliquer très simplement, mais c'est lorsqu'on ouvre un peu plus pour laisser le bébé passer. Voilà, c'est quand c'est un peu trop coincé, entre guillemets, je vais pas utiliser des mots trop gore, mais voilà, c'est pour Je pense qu'on ouvrir a un peu tous plus le l'image. passage. Oui. Et donc en fait, elle nettoie ses fils et elle porte une couche. Parce qu'évidemment, il y a des fuites, il y a des infections, etc. Et en fait, cette pub, elle a énormément choqué parce que ce silence-là des femmes, il est là depuis très longtemps. Et voilà, ça a été très très, pas problématique, mais ça a fait polémique, pardon. Et donc, suite à ça, il y a plusieurs influenceuses américaines qui ont commencé tout doucement à poster des photos. Donc, je pense notamment à l'influenceuse et surtout la mannequin grande taille Ashley Graham, qui en fait vient d'accoucher et qui a mis une photo d'elle avec une grande couche. Alors vraiment, le truc très encombrant, etc. Où elle dit « Je pensais pas que moi-même, je changerais mes propres couches ».
Parce qu'en fait, voilà, c'est ça la réalité postpartum. Alors, je peux pas l'expliquer en vrai, parce que je l'ai pas vécu, mais voilà, c'est des pertes de sang, c'est des contractions même après la grossesse, c'est des fuites urinaires, c'est les seins qui gonflent, c'est le corps qui n'est plus comme avant, qui a été totalement chamboulé en fait par par quelque chose qui en est sorti, et on est entre guillemets faite pour ça, dans le sens physiologique, vu qu'on arrive à le faire, mais c'est quand même compliqué. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'en France, la parole s'est totalement libérée, c'est-à-dire qu'à partir du 15 février, il y a 5 influenceuses qui s'appellent Morgane Karesh, Alia Linares, Macha Sacré et Ilona Weyman, qui ont créé le hashtag mon postpartum, voilà, j'allais dire mon postpartum sur Twitter. Donc en fait, on voit sur ce hashtag plein de femmes qui racontent leur accouchement et surtout les conséquences et leur postpartum, et qui expliquent que c'est compliqué, que des fois on en veut limite à son bébé parce que c'est hyper douloureux, et qu'en plus il y a aussi le bébé à gérer à côté, en espérant qu'elles aient un mari ou une femme à côté qui aide. Donc voilà, c'est assez troublant, et voilà, donc c'est ce dont je voulais parler, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas encore beaucoup, qui est encore une fois un sujet de pression pour les femmes, qui sont déjà normées par la société, dont le corps est normé, dont l'attitude est normée, et même l'acte un des plus difficiles de leur vie quand elles décident d'avoir un enfant, on peut le préciser quand même, c'est compliqué. Donc voilà, je tenais à parler de ce sujet. J'aimerais juste savoir ça, parce que je m'y connais pas du tout là-dedans, mais si après l'accouchement, est-ce qu'il y a un médecin ou même un psy qui va parler justement à la mère, du coup la toute jeune mère, de ce problème-là, ou alors c'est vraiment tabou, ou pas tabou, mais on n'en parle vraiment pas, c'est pas connu? Alors, je ne vais pas m'exprimer en spécialiste du sujet. D'ailleurs, avant de te répondre, évidemment, mon Oscar est décerné à toutes ces femmes qui partagent leur postpartum. Je ne suis pas experte sur le sujet, mais non. Alors, techniquement, tu accouches, si tu as des complications, on te garde. Je pense que... Je sais pas, peut-être ça dépend peut-être des hôpitaux, des prises en charge, de la personne, de son accouchement, de sa grossesse, mais c'est pas, je pense, automatique d'avoir un point là-dessus, et souvent les femmes le découvrent elles-mêmes en fait. Après, et moi-même, j'en étais pas consciente, c'est-à-dire que quand j'ai vu le hashtag mon postpartum, je me suis dit mais ah ouais, en fait ça s'arrête pas après, c'est-à-dire que pour moi il y avait vraiment... alors bien sûr, les clichés que j'ai évoqués au début, je les partage pas, mais cet aspect biberon, couche et tout, je m'en doutais. Mais pas l'aspect, tu vois, sang, fuite urinaire. Alors, fuite urinaire, limite, j'aurais pu m'en douter, parce qu'il y a des exercices pour resserrer le périnée après l'accouchement. Mais si jamais j'accouche un jour, si j'avais pas travaillé sur ce sujet et que c'était pas sorti et que ça serait pas sorti après, je serais tombée, en fait, sans savoir là-dedans. Donc, et je pense qu'il y a plein de femmes à être dans cette situation-là. Est-ce que tu penses justement que ce hashtag, là, ça va justement faire bouger les choses, peut-être justement instaurer, comme je l'ai dit avant, un psy, ou même continuer à peut-être rendre plus compte, peut-être? Alors peut-être pas un psy, mais c'est peut-être plus au niveau des femmes, personnellement, déjà pouvoir acheter des couches tranquille, c'est-à-dire sans avoir honte, pouvoir en parler à son médecin, Perdre la pression. pouvoir perdre la pression, en fait, se dire, et puis surtout au niveau de ses proches, c'est-à-dire ne pas montrer une image super, essayer de rentrer dans ses anciens habits tout de suite. Enfin, de toute façon, c'est toute une société qui devrait changer à ce niveau-là, mais au moins ça permet oui aussi peut-être aux femmes de penser à directement prendre une consultation avec le psy. Je pense qu'au début, ça partira de l'envie des femmes de consulter. Donc voilà. Finalement, ça va de pair avec la libération de la parole des femmes, Exactement. avec MeToo, avec Balance ton port, avec plus récemment Je suis victime, etc. Quand je parlais de silence, c'est parce que c'est encore un silence, c'est une pression. Ah bah il y a complètement un tabou autour de la vie des femmes, quoi. Enfin, la vie des femmes, et on parle pas aujourd'hui de la sexualité. Exact, on parle pas aujourd'hui de violence gynécologique, on en parlait avant l'émission, mais on pourrait en faire aussi un sujet parce que c'est aussi un silence, des silences tabous, si on peut appeler ça comme ça. Et il y a aussi, comme en parlait la régie dans mon casque, c'est aussi les médecins qui demandent aux femmes de ne pas évoquer leur postpartum ou leurs complications pour ne pas dégoûter de potentiels parents. C'est-à-dire que pour éviter la peur de la grossesse, de la parentalité, on demande presque aux personnes de se taire pour camoufler la douleur. Alors voilà, après ça dépend des personnes, c'est-à-dire que moi, ma maman a eu un accouchement assez difficile, bon, elle m'en a déjà parlé, c'est pas le truc le plus rassurant, c'est-à-dire que bon, ça me décourage pas d'avoir des enfants, mais ça peut en décourager plus d'une, ou ça peut en dégoûter plus d'une, ce qui est normal, rappelons-le encore, mais une femme n'est pas obligée d'avoir des enfants. Évidemment. Et chacun fait ce qu'il veut de son corps. exactement, et je pense que c'est ça aussi. Je pense que si votre maman a eu un accouchement qui n'a pas été difficile, parce que ça arrive, il y a des femmes qui accouchent hyper facilement, voilà, qui ont des super accouchements limite,
Après, comme tu dis, peut-être que c'est parce qu'elle veut pas en parler, mais je pense sincèrement qu'il y en a qui accouchent Oui, de manière évidemment. assez simple, enfin simple, avec des énormes guillemets. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a peut-être une omerta aussi là-dessus. Ok. Bon, bah voilà, du coup, c'était un sujet dont je voulais parler. Eh ben merci Angélique, merci beaucoup. Parce que c'était très complet et du coup Oscar à toutes Oscar, les pour, femmes, toutes les qui, femmes. qui libèrent leur parole. Et même toutes les femmes qui accouchent, hein, Tout le monde. dédicace à toutes les mamans. Hein. Mais même toutes les femmes en général, je pense que la vie est beaucoup plus compliquée La pour vie une est femme beaucoup dans plus notre compliquée. société. Quand on est une femme, on pourrait faire 15 émissions d'actualistes là-dessus. Et ça me plairait beaucoup. Et Même ben si voilà. je pense que je laisserai ma place si on fait ça. Parce Ouais. que je suis, Eh bah, tout je, arrive. je suis très mal placé pour en parler. Ouais. C'est vrai. Et ça serait joué en régie parce que ça veut prendre ma place. Équipe un peu plus féminine. Mais avec Bah, plaisir. en régie. Surtout que là, alors on va le dire, c'est très con au final, c'est qu'on parle de parentalité, on parle de problèmes de postpartum. On est 3 hommes sur le plateau pour une femme. C'est pas faux. Eh bien, merci Angélique pour cette magnifique chronique. Et c'est Maxime qui va finir nous proposer une dernière chronique sur le sujet de la parentalité chez les LGBT+. Bon alors, j'aurais voulu venir avec une bonne nouvelle. Ça fait quelques années maintenant que je suis avec mon chéri, je suis sûr que c'est le bon, on commence un peu à penser à avoir un enfant. Seulement voilà, si vous avez écouté attentivement, vous êtes bien rendu compte que j'ai dit mon chéri. Et oui, je suis gay. Et quand on est homo, avoir des enfants gays, ça ne l'est pas. Alors je me pose la question, comment faire? Depuis la loi sur le mariage pour tous, en théorie, je peux adopter. En théorie seulement, hein, parce que sinon c'est pas drôle. France Info révélait en 2018 que s'il est simple d'adopter l'enfant de son conjoint, qu'il a eu dans une relation antérieure, adopter ce qu'on appelle un pupille de l'État ou un enfant né à l'étranger, ça relève du parcours du combattant. Que ce soit pour un couple hétéro ou homo, en moyenne, il faut 5 ans pour que la demande aboutisse. Et quand on a le malheur de préférer les hommes, c'est encore pire. La même enquête précisait que dans certaines commissions, les dossiers avec 2 papas ou 2 mamans étaient tout simplement jetés à la poubelle. Souvent, on demande même aux couples d'hommes ou de femmes de s'ouvrir, accrochez-vous bien, à des profils d'enfants atypiques. Comprenez, avec un handicap ou un problème de santé. Alors sans tomber dans le validisme, on peut forcément se demander pourquoi on devrait forcément adopter un enfant handicapé si on va avoir plus de chances d'avoir un môme. Et adopter à l'étranger, on y a aussi réfléchi, pensez-vous. Et là encore, ça coince. Certains pays, comme la Russie, affirment explicitement que seuls, je cite, les couples mariés homosexuels hétérosexuels seront considérés. La liste des pays où l'adoption est possible est mince, et en plus, les associations accompagnantes aussi. La En plupart... Russie. Ah non, Ce- non, en France, Partout partout dans le monde. Il y a notamment Médecins sans frontières qui permettait aux couples gays d'adopter jusqu'à présent, qui a arrêté parce que l'association croulait sous les dossiers et donc n'accepte plus une nouvelle demande. Parce qu'il n'y a pas assez d'associations. Ils étaient les Parce qu'il seuls. n'y a pas assez d'associations, il y a trop de demandes et pas assez d'offres. C'est horrible de parler comme ça, mais c'est l'idée. Ok. Donc en clair, à moins d'avoir avoir un enfant grand ou handicapé, adopté, on oublie. Alors on se dit pourquoi pas GPA, gestation pour autrui. Ah mais non, bien sûr que non. La GPA est toujours interdite en France. Donc faut aller aux États-Unis, dans un pays où c'est autorisé. Donc par exemple les États-Unis, comme je viens de le dire. Là, le parcours du combattant commencera plus tard, de retour en France, car de nombreuses difficultés se présentent pour faire reconnaître la filiation et l'état civil. Cependant, il y a du progrès. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour avoir refusé de reconnaître la filiation des enfants nés à l'étranger par ce procédé. Mais en fait, la GPA, on n'est pas fan non plus. C'est pas hyper éthique, selon moi, d'utiliser le corps d'une autre femme pour porter son bébé. C'est la raison pour laquelle c'est pas encore autorisé. C'est la raison pour laquelle c'est pas autorisé en France et que le Conseil d'éthique a encore refusé l'idée de la légalisation de la GPA en France. Et en plus, un voyage aux USA, c'est pas gratuit. Et on va pas se le cacher, la thune, ça coule pas à flot. Hein, Baptiste, il serait temps de nous payer. Ah bah j'attends les retours. Va falloir être meilleur pour l'émission. Après je vous paye. Continue ton sujet, Bref. Maxime. Pour les couples de femmes, une possibilité devrait être adoptée dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. La procréation médicalement assistée, la fameuse PMA. C'est un progrès, même si on passera sur le fait que les hommes trans restent exclus de l'ouverture de la PMA. Un peu de transmobilité n'a jamais fait de mal à personne. Pour résumer, notre gosse, on n'est pas encore près de l'avoir. On est en 2020 et une famille avec 2 mamans ou 2 papas, désolé Brian, mais c'est pas encore entré dans les mœurs. On choisit pas d'être gay, mais on en subit les conséquences. Sachez cependant que des associations font un boulot monstre pour aider les familles homoparentales dans leur démarche. Je vais en citer 2, la DFH et la PGL. Merci à elles. Est-ce que ça se développe pas quand même avec la nouvelle génération qui est, je pense, plus ouverte? Est-ce qu'au niveau des mœurs, c'est pas de plus en plus accepté? Ah, c'est de plus en plus accepté. Le problème, c'est vraiment du côté administratif que ça coince D'accord. pour l'adoption, etc. Du coup, moi j'ai une question. La PMA maintenant est autorisée aux couples lesbiens ou aux femmes seules, mais est-ce qu'elle est remboursée au même titre que pour les couples hétérosexuels?
Oui, alors je crois que c'est exactement au même titre, puisque ça doit être 2 fécondations in vitro et 4 inséminations artificielles. Ou l'inverse, si je dis pas de bêtises, c'est dans ces proportions-là. Comme dit Maxime, il y a toujours de la transphobie. Et ça, c'est bien dommage. Mais déjà, ouais. Il y a beaucoup d'hommes trans qui souhaiteraient porter leur bébé. Ils aimeraient vraiment être des hommes enceints, tu vois. Mais ça, c'est déjà pas accepté vraiment dans les mœurs. Ça leur va le faire accepter à l'administration. Va et le à faire, va le faire accepter aux législateurs. Ouais. C'est des longs chemins. Et on me corrige en régie, puisque c'est 6 inséminations et 4 fécondations in vitro. Merci la régie. Bah, Merci la régie, hein. toujours présente. Merci Maxime pour toutes ces précisions, puisque c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très diffusé, je pense. Non. Tout ce qui est parentalité chez LGBT. Non, il y a encore beaucoup de boulot. Les associations homoparentales commencent à se faire connaître, particulièrement au sein des marches des fiertés, etc. Mais il y a encore vraiment beaucoup de boulot à faire. Donc ça se développe. Et ça fait plaisir. Et vous savez ce qui fait plaisir aussi? C'est que c'est l'heure du quiz. Ah. Donc on est parti pour le quiz. Alors, je m'excuse, j'ai fait le quiz en avance avant de connaître le thème de l'émission. Du coup, j'ai pas pu adapter le quiz au thème d'aujourd'hui. Donc pas de parentalité. On te pardonne. Et je me rattraperai sur les prochaines, puisque je saurai à l'avance et j'aurai de quoi faire. Pour le quiz, comme d'habitude, ça change pas, c'est pas parce qu'on est hors série qu'on change. Les points se cumulent avec les émissions classiques. Maxime est loin devant parce qu'il est trop fort, et à chaque fois il nous tue tous les quiz. Vous n'avez qu'à regarder la dernière émission si vous voulez vous en rendre compte. Et on est parti. On commence par un tour de table. Un tour de table sur les chaînes de la TNT française. Tu sais que je peux te les faire toutes dans l'ordre. Non, Oui, enfin, mais voilà, il va encore nous dégoûter. Je compte sur vous. Alors, si on arrive à aller jusqu'au bout, en faisant le tour de table, un point chacun. C'est jouable. C'est bon pour vous? Viens, Angélique, on s'aide. Je vous aide aussi. chacun pour ça. C'est parti. Angèle, tu commences. TF1. Non, c'est bon. France 2. France 3. Ah, c'est à Oui, c'est à toi. Oh, c'est à moi, je regardais Brian en me disant France 4. France 5. Ouais, t'as dit France 4, mais la vraie 4ème chaîne, c'est Canal+. Oui, je sais, mais je préfère. Tu la dire comptes les- dedans? Oui, ça fait partie de la TNT TNT française, puisqu'il y a France y a 4 et quelques France 5, programmes en clair. On parle bien de la TNT gratuite. Hein. Oui. Parce que même si la TNT payante n'est plus que l'ombre d'elle-même, elle existe toujours. Que la gratuite. C'est à moi là? Non, c'est à qui? C'est Attends. Angèle. C'est à moi. Angèle, M6. W9. c'est bon. Arte. Sister. C'est plus loin, c'est oui. Toi, tu pars vite dans les TMC. C'est bon. Public Sénat. LCP Public Sénat pour être précis. Oui. TFX. C'est bon. Énergie 12 le sang. Alors, je ne valide pas, mais oui. Quoi? C'est bon. C'est trop bien, mec. Les anges de la télé-réalité, Oui, tout d'accord. ça. Maxime. Merci, à Mykonos. C8. C'est vite. Ce qui est guère mieux. Hein. Angélique. Gulli. Gulli, c'est bon. BFM TV. Si on parle de la chaîne d'info, bah c'est News. C'est tout bon. On arrive à le faire presque dans l'ordre pour l'instant. C'est très bien. À quelques détails près. À quelques détails près, c'est bon. Teva. T'es quoi? Teva, non? Tu sors des trucs. Non, Je c'est- te laisse une Teva deuxième chance. Teva, c'est de la TNT payante. Ah non, Angèle. attends, y a C'est pas le droit vrai, ça. Teva, c'est de la. Ah non. non, allez-y, moi je me fais éliminer, c'est pas grave. Allez, une Oh. Une deuxième. Elle est c'est mon cadeau. France Info. France Info, c'est bon. C'est la dernière. C'est Star. LCI. LCI, oui. Attendez, j'ai vraiment une petite temps de réflexion parce que là il y en a quand même plus beaucoup. donc, Très peu, mais oui. Moi j'ai peur de redire ce qu'on déjà été dit avant. Là. Là, pour vous dire, les 18 premières, c'est bon. Je sais pas, TF1 série film. Oui. Ouais. Voilà. Facile. France O, c'est ça le 19? Ouais. C'est bon. Bientôt disparu d'ailleurs. Je voulais dire TF1 série film. Donc tu m'emmerdes. Mais. Il en reste 4. Ouais, je pense que je les ai. RMC Story. Ouais. Ex numéro 23. Ça va avec ce qu'il vient de dire. Il a dit quoi, Maxime? J'ai RMC Story. Ah, c'est la chaîne sur laquelle mon copain il regarde. Putain, il regarde quoi déjà? Top Gear, RMC Découverte. Oui, c'est bon. Et il nous en reste 2 là. Brian, je crois L'équipe que 21. Oui. La pétanque. Maxime, le dernier? La dernière. Je peux avoir le numéro juste pour m'aider? Non, c'est trop simple. Je l'ai, Ah. je l'ai. Je crois l'avoir. Ah bah du coup c'est Chérie 25. Oui. Oh là là, le perfect.
Bon, presque le perfect, mais bon, on valide pour Ouais, Angélique. Ça va. T20 en vrai, c'est bon. Et si on comptait la TNT payante, je crois qu'on pouvait aussi rajouter Paris Première. Oui, t'as raison. Je vous fais confiance. Je n'ai pas été dans les investigations plus loin. Mais Maxime est notre monsieur média de ce plateau et de ce groupe. J'ai quand même trouvé TF1 série film. Hein. Oui. Mais t'as quand même dû être aidé. Bah, dis-toi que j'ai failli donner l'ancien nom, donc Qui était HD1. Ah oui. Oh, ça remonte loin. Ça remonte, comme, comment ça va. Ah ouais, c'est vrai, il y a eu HD1, c'est vrai. NT1 aussi à la place de Téléfix. Ah ouais, NT1. T'avais Direct Star aussi pour Oui. Star. Ouais. Ah, ça a changé beaucoup. Il y a eu Oh, des 17 ça, avant il y a ça. eu des 17, 17, C'était même Europe de TV fut un temps. Europe de Oh TV. là là. Ouais. Tu parles d'un temps. Non, pas que les Que moins de les 20 moins de ans. 20 ans, ouais. Non, même pas. Je Non, pense. c'est encore ça passe. Très bien. Et ben, un point chacun. Bravo. Un jour, je vous ferai peut-être un instant prof sur l'histoire des médias, ça peut être drôle. Ça peut être sympa. Et c'est la première fois qu'on finit un tour de table en entier. Bah, nickel. Eh bah, dis Bravo. donc. C'est Presque beau. en entier. Félicitations. Angélique, Oui, bon, c'est bon, Oui, ça ça va. je te mets pas, merci, je te mets pas 0,5, mais Je peux pas, suis je peux pas vous loin. parler de Bernard Lahire et connaître toutes les chaînes gratuites de la TNT hein, aussi. C'est vrai. Alors la question estimation. C'est-à-dire que on l'a J'ai déjà déjà une fait fois. un bruit de dégoût derrière le micro. Ouais, je vois ça. Mais on va voir ce que vous donnez. Donc une estimation chacun, je vous donne le résultat après, le plus proche gagne le point. On est bon? Combien de temps a duré la plus longue crise d'éternuement de l'histoire? C'est quoi J'ai cette déjà question de entendu- culture j'ai- G là j'ai déjà entendu, je l'ai déjà entendu. C'est ma question un peu à la con. On a, Ah le ouais, droit, ouais. on a le droit à une réponse chacun ou plusieurs Une seule. Oh putain. Je m'attends ce que de répondre. Ah, moi je réponds pas Sauf, du coup. sauf d'accord. si je vois que vous êtes trop loin, je vous redonnerai une deuxième chance. Le temps de la crise d'éternuement la plus longue. Ouais, la plus longue Moi de je l'histoire. dirais 2 jours. 2 jours. C'est-à-dire que le mec pendant 2 jours il a éternué. Ouais, Ouais. non-stop. Je l'avais déjà vu. Oui, parce que moi je connais pas toutes les chaînes de la TNT gratuite, mais je lis des articles intéressants dans des médias intéressants. Brian, ta réponse? Bah restons dans le fou. Je veux dire 4 jours. Je vais être plus raisonnable, je veux dire 36 heures. Je vous redonne une deuxième chance parce que vous êtes à des années-lumière d'avoir la réponse. Ah À des années-lumière. Genre à des années-lumière plus loin ou des années-lumière moins loin. Plus loin. Oh la vache. Ah, c'est plus loin? Ouais. C'est encore plus? C'est beaucoup plus. 2 semaines? 2 semaines? En vrai, c'est vraiment beaucoup plus loin. Je dirais pas plus d'infos. La régie rigole très fort parce que la régie a vu les questions avec moi. Je vais dire une année. Une année. Ah ouais quand même. Fais 6 mois au moins tu seras. Ouais bah allez 6 mois. 6 mois, vous êtes encore très loin puisque c'est 2 ans et 8 mois. Quoi? Oui. J'étais étonné et je n'en revenais pas. Du coup, j'ai gagné. Tu as gagné le point, Brian. C'est pas juste à par contre. Hein. C'est le plus près. Déjà, La régie l'a aidé, il vient de faire ça à la régie. Hein. Pas du tout. Il a pas payé du la tout. régie, il a payé la régie corruption. à Corruption, il a payé. à chaque fois, vous criez au complot avec la régie. Non mais il est en train de faire des Je bisous trouve- volants à la je régie trouve là. à un ça moment, dégueulasse ce qu'on dit comme ça. Par contre, là. fais pas le malin, toi, parce que Écoutez, t'es moi, le je m'en premier. vais. Vraiment, vraiment. Écoutez, moi je m'en vais de ce plateau, je pars parce que Cette là. mauvaise foi, c'est. J'ai des questions encore plus pourries après. Hein, Ah, vous bah, en faites super, pas. pour changer. Alors, je vais donner quelques précisions quand même parce que je peux pas donner un chiffre fou comme ça sans rien dire. Donc, c'est une dame qui s'appelle Donna Griffith qui a cet incroyable record. Donc, c'est vieux de quelques décennies maintenant. Et alors, pour juste la première année d'éternuement, on a dénombré plus de 1 million d'éternuements. Alors, j'ai fait un petit calcul pour me rendre compte. C'est-à-dire que si elle ne dormait pas, c'était un éternuement toutes les 35 secondes. Et donc ça, c'était que la première année. C'est-à-dire qu'elle a fait ça pendant 2 ans et 8 mois. Elle a dû passer de belles années quand Je même. sais pas comme comment ça. elle a fait. C'est monstrueux. incroyable. C'est cadeau. C'est Waouh. c'est mon info du jour à la con. Oh, c'est pas à la con, ne nigrons pas. Oh, je peux pas vendre ça comme une info importante. Je retiens quand même Angélique qui a dit ouais, moi j'ai vu l'information et Oui. tout. C'est 48 heures. Ça ouais. m'a bien fait rire. De J'ai 2 pas dit jours. 48 heures. T'as si. dit 2 jours. Ah oui, j'ai dit 2 jours. Non, mais j'étais sûre que ça avait été 2 jours, mais je crois que c'était autre chose. Moi, j'ai dû voir autre chose. Genre Peut-être une- le hockey ou quelque chose Oui, comme le ça. hockey, c'est ça. Mais alors le hockey c'est plus dangereux. Et ça peut être mortel. Question suivante. Plus sérieux cette fois. Qui a remplacé Agnès Buzyn en tant que ministre de la Santé? Je vais- Maxime? Olivier Véran. Olivier Véran, je très bonne savais pas. réponse. Agnès Buzyn qui est du coup partie, À la mairie de Paris. s'éclipser surtout très gentiment. Oui, sortir par la petite porte. Oui, exactement. Je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais. Et Maxime, 2 points, tout comme Brian. On continue. Alors ça, c'est encore une question bien pourrie. Quelle est la particularité de la phrase? Attention. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. J'adore ces questions. Essayez de vous la visualiser mentalement pour avoir une idée. Toi, t'as encore la réponse? Ouais, je vais laisser les deux réfléchir quand même. Pour de vrai, tu l'as et t'es sûr de toi? Oui. Oh Tu là peux là. répéter, s'il te plaît? Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Y a pas de A dans la phrase? Si.
Oh putain. Attends. Là, tu l'écris comment O. Ah merde, Ah j'ai oui, pas entendu j'étais le O. J'étais en train de chercher. Ouais. C'est en mode de tout ton ballot dans ma. Ah, je sais. Mais du coup, t'es sur la bonne voie. Ah. Du coup, je le dis ou pas? Porter ce. Je sais pas. Bah vas-y. Je t'en prie, Maxime. C'est un pangramme. C'est-à-dire C'est-à-dire que cette phrase contient toutes les lettres de l'alphabet. exactement. Comment tu sais ça? Je C'est- sais beaucoup de choses. Il m'épate, c'est vraiment impressionnant parce que j'ai fait des recherches de ouf pour Et, trouver des questions Est-ce que tordues. tu connais la version anglaise de cette phrase? Alors, j'ai la traduction. C'est quelque chose du style le renard saute par-dessus le chien ou je sais The pas quoi. quick brown fox jumps over the lazy dog. C'est ça. Et pareil, donc c'est la version anglaise. Et alors, il faut savoir que c'est très compliqué d'avoir seulement toutes les lettres de l'alphabet une fois, ce qui n'est pas le cas dans cette ouais, phrase. non. Pour les avoir, il faut avoir des abréviations ou des sigles, des choses comme ça. Ici, on retrouve plusieurs fois certaines lettres, le U qui revient souvent, le E pareil. Mais on y retrouve quand même toutes les lettres de l'alphabet. Ça vous scotche, hein. Bah, j'ai le seum. Mais Maxime qui marque encore des points. En vrai, tu m'aurais dit la phrase anglaise, je l'aurais trouvé tout de suite. Oh, alors là, Évidemment. Non mais la prochaine Ouais, fois on y me en a. dispense de quiz, c'est bon. j'ai quelques doutes. Mais ça m'épate parce que vraiment, je cherche des questions tordues en me disant que Maxime les aura pas et c'est mort. Est-ce Il y a qu'on bien peut- des choses est-ce- qu'il ne sait pas. Est-ce qu'on peut le disqualifier, genre? Tu sais, il compte pas. Oui, non, mais après, il ne fera plus d'émission. Là, c'est la dernière. Ah. Voilà. Ah d'accord. Là, On je viens de me continue. faire virer en direct. Il donc. apprend un truc. Exactement. On continue. Alors, celle-là, c'est plus simple. Qui a présenté la cérémonie des Césars? Florence Foresti. C'est très rapide et c'est Yes. bon. Florence Foresti, qui n'a pas fini, hein, comme beaucoup ont pu l'avoir, qui Qui est sorti s'est barré. et- après la victoire de Polanski à la meilleure réalisation et la sortie d'Adèle Haenel. Oui. Et de 10 autres Elle s'est contentée Et les autres, de réagir sur son actrices. fil Instagram écœuré. écœurés. Et oui, la Il y a une phrase grosse qu'elle- polémique par rapport à Florence Foresti en ce moment d'ailleurs. Des médias qui mettent en valeur le cachet qu'elle a reçu après justement la cérémonie César qui est de 120 ou 130 000 euros en disant que elle attaque les Polanski mais elle a touché un cachet. Je ne débattrai pas là-dessus mais bon, c'était un débat un peu... voilà quoi. Et elle s'est aussi énervée contre les dirigeants de Canal+ à la fin de l'émission. Oui. Elle les a virés de sa loge. Ils sont venus la voir et elle les a dégagés. Voilà. Eh ben. Mais en même temps, je pense que tout le monde ne l'aurait pas fait. C'est une décision très importante à prendre en direct pour une cérémonie comme ça, Ouais, et c'est et- la bonne décision pour moi. Et puis même au niveau de son intro et tout ça, quand elle a commencé à tacler. En vrai, c'est quand même assez. Bon, c'est clair qu'après, oui, il y a le côté. Tacler Vincent Cassel aussi. Oui, voilà. Ouais. Il y a quand même, c'était quand même assez courageux de sa part, je pense. Même si, bon, c'est clair qu'elle a quand même reçu un cachet pour ça. Après, bon, la polémique. Elle a réussi, elle a taclé du monde, elle est Ouais, partie voilà, et c'est s'est ça. fait un petit salaire. Je pense Est-ce déjà. que c'est l'argent qui est important là-dedans? Ça n'importe pas, mais Franchement, s'indigner sur ça alors que derrière Ah oui. le sujet est bien plus grave. Ouais, je pense ah qu'elle oui, aurait clairement, pu, je ne vois pas l'indignation. Enfin là, Voilà. on pourrait encore faire un Merci hors-série le point. sur. Parce que c'est le point qui a... On pourrait encore faire tout un hors-série sur distinguer l'art de l'artiste, etc. Enfin, Il n'y a même pas besoin de faire hors série là-dessus. Dernière question. Quelle est la particularité, j'adore, j'ai fait que des questions pourries sur celle-là. Quelle est la particularité du café Kopi Luwak? Ah, j'ai peut-être une idée. Oh non, c'est une blague là. Non, mais par contre, s'il l'a vraiment, c'est la dernière émission qu'il fait. Hein. Je Kopi vous l'annonce Luwak. tout de suite. Est-ce que le nom, c'est le nom qui a une signification par rapport à... Est-ce que le nom a oui. une importance? Oui. La partie Luwak a une importance. Il vient de Bretagne? Non. Je sais pas, Absolument le pas. bac, ça fait breton. Non. On voit la bretonne en régie qui monte du doigt. Ah Maxime, C'est- je t'en prie, c'est- commence parce que. C'est pas le café qui macère dans le système digestif d'un animal là. Il est trop fort, ça me dégoûte. C'est Bah, validé. c'est quoi, hein, je c'est peux- quoi? Alors en fait, le luwak est un petit animal, c'est une sorte de civette qui vit en Indonésie. Et le kopi luwak est un café où en fait le luwak mange des grains de café. Il ne les digère pas, donc il les expulse. Et ces grains de café sont récupérés pour moudre du café derrière. Bon, écoutez, Et ça je pense coûte qu'on une va faire blinde en un... plus. Oui, oui, Ça coûte- Maxime, c'est bien, on va faire, Moi, je veux on va savoir- faire une petite réunion de Attends, rédaction pour voir ce qu'on Comment fait tu de Maxime là. comment tu l'as su ça? Je sais plus, j'ai fait un truc. Alors, je pense sincèrement à vous qui écoutez le podcast, est-ce que Maxime devrait pas faire les quiz plutôt? Parce que là, c'est plus marrant en fait. Je pense C'est que vrai. Baptiste serait un peu moins. Je dis pas dire intelligent, mais un peu moins. Alors je ne te permets pas, mais moins bon, c'est sûr. Merci à tous autour du plateau pour pour ce premier hors-série C'était super. qui était incroyable. J'adore. Et à refaire, on va essayer de vous préparer d'autres hors-séries de cette qualité, avec des sujets divers et variés, mais tout aussi importants dans notre société. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se Merci dit à toi, mercredi. Baptiste.
À mercredi. À mercredi. Salut. Salut. Let's go.